Bienvenue sur cette deuxième partie de notre tutoriel sur l'analyse en composantes principales, appelée aussi l'ACP. Dans la première partie de notre tutoriel, on a vu comment installer les différents... J'ai donné une introduction générale sur l'ACP, son principe. Après, on a vu comment installer les packages nécessaires pour faire l'ACP sur ROS Studio, c'est la même chose. On a vu comment importer notre jeu de données, comment construire la matrice de corrélation et étudier la matrice de corrélation pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une matrice identitaire et qu'il y ait une solution factorielle, c'est-à-dire par le test des corrélations de Bartlett ainsi que l'indice de KMO pour s'assurer qu'il y a une solution factorielle importante pour pouvoir faire l'ACP. On a passé cette étape et on est arrivé au niveau où on devait faire l'ACP. Et je me suis arrêté pour que le tuto ne soit pas trop long. Donc, si vous avez raté la première partie et vous êtes tombé directement sur cette deuxième partie, pour ne pas vous tromper, je vous conseille de regarder la première partie. Donc, dans la première partie, toutes les versions, toutes les parties de cette vidéo se trouvent juste au-dessous dans cette vidéo. Dans la boîte de description, vous allez voir partie 1 ACP, partie 1 ACP, partie 2. Donc, vous cliquez, il suffit juste de cliquer sur le lien de la première partie pour regarder avant de venir sur la deuxième partie. Sinon, vous attendez à la fin de cette vidéo, si vous pouvez enchaîner directement sur la première partie. Mais il vaut mieux regarder la première partie avant de continuer, si vous n'avez pas encore regardé la première partie. Donc, voici nos jeux de données qu'on a importé pour faire l'ACP. On a bien dit qu'il s'agit de, en fait, des dépenses alimentaires de différentes régions du Burkina Faso. Donc, on a chaque région, que ce soit urbaine ou rurale, ainsi que les dépenses d'habitation, alcool, loyer, meubles, santé, transport, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Maintenant, pour faire l'ACP, on a déjà chargé nos jeux de données. Si vous êtes trompé, il suffit juste de regarder la première partie. Je répète toujours, ça c'est le nom de notre base qui est ma base ici. Donc, pour faire l'ACP, il suffit juste d'utiliser la commande PCA. Vous écrivez le nom de l'objet que vous avez attribué à votre base. Nous, on a donné ma base. Après, vous allez lui dire scale.unit est égal à vrai pour que il fait, j'ai oublié le mot en français. En anglais, on dit scale. To scale veut dire tout simplement effacer l'effet d'unité. Lorsqu'on a plusieurs variables, les variables n'emportent pas d'unité, surtout les variables quantitatives, on doit faire, comment on appelle, scaling en anglais. Voilà, donc il faut que vous dites scale.unit est égal à vrai pour qu'elle fasse l'effet d'unités différentes. Après, vous allez préciser le nombre de composantes principales. Après, vous allez dire graphique est égal à vrai si vous voulez avoir directement le cercle de corrélation, mais on n'a rien à foutre parce qu'après, on va voir en détail les résultats de l'ACP. Donc, pour cette première partie, pour faire l'ACP, vous pouvez dire graphique est égal à false. C'est-à-dire, pour qu'il ne fasse pas le graphique, le cercle de corrélation, soit vous laissez comme ça va vous donner le graphique. Et voilà, ça nous donne quand même une idée sur comment nos résultats vont s'apparaître. Mais on va pas interpréter pour l'instant, on continue, on va interpréter après. Parce qu'on va voir des graphiques bien faits. Donc, après vous avoir fait cela, lorsque vous finissez de faire votre ACP, il est très important maintenant de, comment on appelle, de faire le tableau des valeurs propres. Quand on parle des valeurs propres, les valeurs propres sont des valeurs, comment on appelle, propres, c'est-à-dire ce sont des valeurs tout simplement qui décrivent comment on appelle, le nuage. Tout à l'heure, on avait affiché le nuage. Voilà. Je vais dire que normalement, lorsqu'on fait on a dit que le principe de l'ACP, c'est quoi? C'est que on ne peut pas décrire plusieurs variables
à la fois sur le même plan. Physiquement, c'est très très difficile. Vous voyez, par exemple, si on a deux variables, on peut avoir x, y, variable x, y, et on peut faire le nuage des points pour ces deux variables. Si on a 3, x, y, z, c'est bon, mais si on a plus de 3, c'est quasiment impossible d'interpréter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire toujours notre nuage des points en considérant tous ces ensembles de variables, mais après, on sera obligé de faire, comment on appelle, de créer de nouvelles variables, entre guillemets, qui s'appellent des dimensions, qui vont permettre de résumer en fonction de la corrélation entre entre l'ensemble des variables qu'on a dans notre jeu de données, c'est-à-dire ces variables quantitatives. En fonction de corrélation entre eux, on pourrait fixer, si vous voulez, des nouvelles composantes principales, si vous voulez, de nouvelles dimensions, de nouvelles variables, si vous voulez, de nouvelles axes qui vont permettre de réduire le nombre initial de variables qu'on a et qui vont nous permettre maintenant, généralement, par exemple, nous on a dit 5 composantes principales, mais à la fin, on va représenter notre, comment on appelle, les variables sur deux axes en fait. Voilà, parce que ces deux axes vont résumer le maximum possible d'informations, si vous voulez, le maximum possible d'inexis, c'est-à-dire la variance totale initiale de tout cet ensemble de variables. C'est ça le principe, je ne vais pas encore répéter, on a déjà vu ça dans la première partie. Donc, et ces valeurs propres, en fait, sont attribuées, comme on appelle, et ce sont des valeurs propres qui décrivent le nuage des points en fonction de la corrélation entre les variables. Vous voyez? Donc, chaque valeur propre est caractéristique. C'est pour ça qu'on dit valeur propre de composantes principales qu'on va fixer. Vous voyez? Ou bien de ces nouvelles variables. Donc, quand on parle de composantes, chaque composante représente une dimension, si vous voulez, une axe qui va, voilà, bien, ce qui sera fixé quelque part sur le nuage, qui va bien résumer, c'est-à-dire qui sera le plus proche possible, ou bien qui va se trouver là où sont bien contournés ou concentrés les variables. Donc, là où les variables sont fixes, sont corrélées, j'imagine des choses parce que c'est pas graphique, donc c'est pas la peine de trop parler. Mais sachant qu'il y a ces nouvelles variables qui sont des composantes, si vous voulez, des axes, nouvelles axes qui permettent de résumer parce qu'on ne veut pas décrire l'ensemble des variables initiales qu'on a, vous voyez. Donc, en fonction de nuages, de concentration des nuages, qu'est-ce qu'on fait? On aura de nouvelles composantes qu'on va fixer et on décrit la corrélation ou si vous voulez ou bien si vous voulez, consistance de ces nuages par ce qu'on appelle des valeurs propres. Donc chaque valeur propre correspond à une composante principale et chaque composante principale est une nouvelle variable qui tout simplement représente un pourcentage de la variance initiale. Vous voyez, de la variance initiale ou bien de l'inexie totale de l'ensemble des variables. C'est ça le principe. On ne va pas voir le principe mathématique. Pour nous, l'essentiel, c'est de savoir comment faire l'ACP. Donc, pour avoir, pourquoi cette étape est très importante, on doit savoir combien de valeurs propres on va garder. Parce que les valeurs propres vont nous permettre de... Combien de valeurs propres, qui dit combien de valeurs propres garder, combien de dimensions on va garder. Dans les valeurs propres, parce qu'ils sont caractéristiques du nuage, ça nous permet de savoir combien de composantes on va garder après. Donc, pour avoir ces valeurs propres, qu'est-ce qu'on dit? On dit get, c'est-à-dire trouver, agent va lever des valeurs propres. Après, vous mettez en parenthèse le nom de l'objet que vous avez donné à votre ACP. Nous, on a dit res.acp ou res.pca, c'est ça. Donc, pour avoir les valeurs propres, si on exécute cela, voilà, donc on a notre valeur propre
si je sélectionne tout simplement valeur propre et j'exécute, ça va nous donner les valeurs propres. Donc, vous voyez que ça nous a donné, au total, on a combien de variables? Si on peut revenir, on a 13 variables. Si on dit dimension de notre base, donc on avait 13 variables. Donc, vous voyez qu'on a 13 dimensions. Mais à la fin, c'est-à-dire, lui, il a fixé 13 dimensions. Mais si on va faire sortir toutes ces 13 dimensions, donc on ne fait rien à la fin parce que le but de l'ACP, c'est de pouvoir résumer toutes ces 13 variables en quelques dimensions qu'on appelle des composantes principales. Et ces composantes principales vont contenir le maximum de l'information. Donc, s'ils contiennent déjà, par exemple, 70% de l'information, on peut décrire notre, comment on appelle, le raison en notre variable sur la base de ces composantes principales, généralement deux axes, au lieu de garder tous ces 13 dimensions ou axes, ou facteurs, ou composantes principales. Donc, c'est ça le but de l'ACP. Et maintenant, vous voyez que lui, il nous a donné, pour chaque dimension, il nous donne quoi? Comment on l'appelle? La valeur propre. Cette valeur propre est une valeur caractéristique du nuage des points. Vous voyez? Donc, après, ça nous donne combien de pourcentage d'inertie, c'est-à-dire de la variance totale, cette dimension représente. Si vous voulez, ces composants principaux représentent. Après, ça nous donne le pourcentage, comment on l'appelle, cumulatif. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut... On va voir de toute façon comment le choix des valeurs propres à garder. On va voir comment ça marche. Il y a soit on va tout simplement ordonner nos valeurs propres par ordre croissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder tous les valeurs propres qui sont supérieures à 1. Donc, s'il y a une valeur propre qui est inférieure à 1, on ne va pas le garder. C'est ça le premier principe. Et dans ces cas, on va sommer, de manière cumulative, le pourcentage d'inertie pour savoir si on va garder 4 dimensions, par exemple, ou bien 4, oui, ça veut dire on va pouvoir résumer, ou je dis résumer, on va pouvoir avoir, dans ma profession, mon français, je m'excuse, on va avoir combien de pourcentage de la variance, si vous voulez, de l'inertie totale initiale. Donc, c'est ça le but. Quand on parle de l'inertie, c'est la variance totale. Et ça, c'est mathématique, mais de manière générale, c'est de l'information. Donc, voilà vos valeurs propres qui sont là. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir eu les valeurs propres, donc on est arrivé à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, pour savoir combien de valeurs propres, comme j'ai expliqué, il y a une première méthode qui consiste à garder toutes les valeurs propres à jeter toutes les valeurs propres qui sont inférieures à 1. Donc, la deuxième méthode consiste à faire, mais c'est parfois difficile, donc on utilise ce qu'on appelle le diagramme de coude. Ouais, le diagramme de coude, c'est scriplot en anglais, et scriplot. Donc, chaque fois que vous voyez FVIS, ça veut dire graphique. On veut tracer une graphique. Donc, quand on dit FVIS Edge, ça veut dire on veut le graphique pour les valeurs propres qu'on appelle Agent Values. Vous voyez, donc, vous mettez en parenthèse le nom de votre objet de PC, ACP. Après, vous dites A label est égal à vrai pour qu'il nous mette le label. Après, vous dites combien, c'est-à-dire le limite de Y. Voilà. Après, si j'exécute cela, ça va nous faire notre script plot, ou si vous voulez, le diagramme de coude. Et ça va nous aider pour prendre la décision. Donc, vous voyez qu'on a notre script plot ici. Et généralement, c'est comme le coude. Donc, on peut, si on veut,
on peut couper quelque part ici, par exemple. Ça, c'est le coude. Voilà, si on coupe quelque part ici, voilà, donc on peut garder à peu près 4 dimensions. Ou bien ici, par exemple, on garde 5, mais ici, préférablement, c'est bon, comme ça, on garde 4. Mais de toute façon, par défaut, elle va le faire sans problème. Il va nous le voilà. Mais c'est juste pour vous montrer quel est le principe pour le choix de, comment on l'appelle, quel est le principe qui guide les valeurs propres à garder. Donc, si on regarde ici, par exemple, je pense que, je ne sais pas si c'est déjà ordonné. Vous voyez qu'ici, c'est par ordre comment on l'appelle? Ordre décroissante, vous voyez? Donc, si c'est par ordre décroissante, ou bien c'est par ordre croissant, je sais pas, hein. Normalement c'est par ordre décroissant, voilà. Donc, tout ce qui est inférieur à 1, on le garde pas. Donc, ça veut dire on doit avoir 3 axes, 3 dimensions, vous voyez, parce qu'à partir d'ici, ça c'est 0, quelque chose, c'est inférieur à 1, donc on va pas le garder. Donc, on va garder ces 3 premières dimensions normalement, et dans ces cas, de manière cumulative, on va pouvoir conserver 82% de l'inertie totale. Et ça suffit, 3 dimensions, et on a 82% de l'inertie totale. Et c'est pourquoi le but, c'est de résumer l'ensemble des variables qu'on a. Maintenant, si on a 13 variables, lui, il a dit, il a mis 13 dimensions. Et à la fin, le but, c'est de résumer l'information. Donc, si de manière cumulative, si à ce niveau, on a 82, 80, ici, pardon, moins, c'est juste 6, 0, non, c'est 6%. Ici, par exemple, ça là, moins ça. Donc, il y a juste des petites informations qu'on va perdre. Donc, c'est pas la peine, c'est ça le but de l'ACP, c'est de résumer le maximum possible l'information initiale contenue dans tous ces variables. Donc, si on a une inertie de manière cumulative de 82%, si on va garder 3 axes, je pense mieux. Donc, si 3, ça veut dire qu'on va couper quelque part ici. Et on a 3, c'est ça. Donc, ça nous aide à la décision. Le diagramme de coude. Après, maintenant, si on veut voir le résultat de l'ACP, on utilise la commande qui s'appelle getPCA. Donc, getPCA, get underscore PCA underscore. Après, quand on dit variable, ça veut dire on veut le résultat des variables. Après, vous mettez l'objet que vous avez attribué à votre ACP. Nous, on a dit res.acp, comme l'objet qu'on a, vous voyez ici, res.acp. C'est l'objet qu'on a attribué qui contient les résultats de notre ACP. Donc, on va lui dire, trouvez-nous les résultats de l'ACP, get underscore PC underscore variable, c'est-à-dire trouver les résultats de PC ACP. Si j'exécute cela, ça va nous trouver les résultats de l'ACP. Et maintenant, vous voyez, si j'avais fait directement comme ça va nous afficher des résultats. Vous voyez ce que ça va nous donner. Il nous a affiché que voilà, il y a les coordonnées pour les résultats des variables d'abord. Il y a les coordonnées des variables. Quand on parle des coordonnées de la variable, on va voir dans le cercle de corrélation le principe en fait. Mais quand on parle des coordonnées des variables, en fait, c'est le coefficient de corrélation de la variable en question avec chaque dimension. Donc, si on a sur notre axe ou notre plan de 2 dimensions, dans ces cas, le coefficient de corrélation sur ces plans, c'est la corrélation d'une variable avec dimension 1 et avec dimension 2. Donc, ces deux points constituent le coordonnées pour la variable, c'est ce que ça veut dire. Après, le cosinus au carré, c'est la qualité de la représentation. C'est le cosinus comment on appelle, au carré de,
comment on l'appelle, de la variable, je pense qu'il vaut mieux afficher comment on l'appelle, le diagramme de l'ACP avant de continuer. Comme ça sera plus clair. On va voir le graphique, mais il faut que j'affiche voilà, comme ça. Rien que pour... Attendez, si j'exécute, comme ça, voilà, ça va nous faire le graphique pour pouvoir interpréter. Juste pour expliquer que veut dire le... Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de vous montrer ce que ça veut dire par... Vous voyez? Donc, quand on parle de coordonnées des variables, c'est en fait la corrélation de la variable. Ça, c'est la projection de la variable. Donc, ça, c'est... J'ai dit tout à l'heure que à la fin, on a combien de composantes? Normalement, 3 composantes. Mais il va projeter le résultat sur un plan, généralement 2 ou 3. Donc, ici, c'est 2. Vous voyez, 2 dimensions, si vous voulez, 2 composantes principales. Et quand on parle de la projection de, comment on appelle, vous voyez que ces 2 composantes sont faites de telle manière qu'ils résument le maximum possible de l'information en fonction de la corrélation entre les variables. Donc, il y a un premier axe qui se place ici et vous voyez qu'il résume le maximum d'informations et une deuxième axe qui résume encore. Dans le reste des dimensions, si on revient sur notre eigenvalues, c'est-à-dire les valeurs propres de manière décroissante, on avait dit que ça veut dire si on prend ces 2 dimensions, on va résumer combien d'informations? 14% de l'inertie totale, c'est-à-dire 63 plus 11, c'est-à-dire les 2 premières dimensions, et ça nous donne 74. Après le reste, on s'en fiche. C'est le but de l'ACP, c'est pour pouvoir résumer l'information. Donc, lorsqu'on parle d'abord concernant le résultat des variables, la première chose qu'on peut s'intéresser, c'est la coordination, le coordonnées, pardon. Les coordonnées des variables, c'est-à-dire cette variable, par exemple, quelle est, quand on parle de coordonnées de cette variable qui est la dépense en accord, par exemple, c'est tout simplement le coefficient de corrélation de cette variable qui est quantitative et l'axe vertical ainsi que l'axe horizontal. Donc, il y a 2 points. Coefficient de corrélation de la variable accord avec l'axe 1 nous donne une valeur. Coefficient de corrélation de la variable accord avec l'axe vertical nous donne une autre valeur et ça fait 1 point. C'est ça, c'est constitue les coordonnées des variables. Quand on parle de la corrélation entre les variables, c'est en fait la corrélation entre les variables. C'est-à-dire lorsque les variables sont très proches des uns des autres, comme ici, ça veut dire qu'ils sont corrélés entre eux. Et il va corréler, c'est-à-dire s'ils sont très éloignés, par exemple, entre l'accord et les, comment on l'appelle, les dépenses diverses, on constate qu'il y a c'est un angle très important, ça veut dire qu'ils ne sont pas bien corrélés. Donc, ça dépend, voilà, donc ça va nous donner la corrélation entre les variables. De toute façon, on va interpréter le graphique, je ne vais pas commencer maintenant. Après, quand on parle de cosinus au carré, ça c'est la qualité de la représentation. Lorsque le cosinus au carré est proche de 1, ça veut dire que la qualité de projection est très parfaite et ça va se trouver quelque part ici. Rappelez-vous que, voilà, donc cosinus au carré, normalement, c'est tout simplement le cosinus au carré de l'angle entre la variable projetée et l'axe donné. Donc, le cosinus au carré, par exemple, de cette variable et l'axe horizontal ici, par exemple, on sait que cosinus, c'est quoi? L'adjacent qui est là sur en anglais, je ne sais pas comment on dit, adjacent over hypotenuse, this cos theta. Ça veut dire, lorsque le variable est loin d'ici, ça veut dire le cosinus au carré va augmenter, le cosinus va augmenter, donc cosinus au carré de l'angle va augmenter, et ça veut dire que le variable est bien projeté. Donc ça nous donne une idée sur la qualité de la projection
C'est le même principe pour les individus. On va voir ça par la suite. Après la contribution, on dit qu'une variable qui est bien corrélée avec une axe donné, ça veut dire qu'il a beaucoup contribué à la formulation de cet axe. C'est-à-dire que cette variable, par exemple, si on prend toutes les variables qui sont ici, auront des contributions très fortes, des valeurs de contribution très fortes, parce qu'ils sont très proches d'ici. Quand on parle mathématiquement, la contribution, c'est tout simplement combien? C'est le cosinus au carré, c'est en fonction de la projection. C'est le cosinus, par exemple, la contribution de cette variable pour cet axe donné, c'est le cosinus au carré de, comment on l'appelle, de cette variable avec l'axe sur l'ensemble des cosinus au carré des autres variables sur cet axe, fois 100. Donc, c'est un pourcentage. C'est ça la contribution. Après, donc, pour afficher ces résultats, vous allez dire maintenant résultat des, comment on appelle, des votes ACP pour les variables $ coordonnées, pour avoir les coordonnées si vous voulez voir les coordonnées. Et vous voyez, ça nous a montré les coordonnées ici, par exemple, avec chaque dimension. Donc, si on prend, par exemple, dépenses en alcool, quelle est ses coordonnées avec la première dimension? C'est ça. Vous voyez que c'est moins 0,4 quelque chose. Donc, avec l'axe horizontal, c'est moins 0,4 qui est quelque part ici. 47 quelque chose, moins 0,47 quelque chose. Et avec l'axe vertical, c'est combien? C'est la deuxième dimension. Ça, c'est normalement, ça c'est la première dimension. Donc, pour la première dimension, c'est moins 0,4. Pour la deuxième dimension, c'est combien? C'est plus 0,9 qui est là. Est-ce que j'ai mis? Non, c'est plus 0,49. Donc, plus 0,49, c'est quelque part ici. 0,4, à peu près 0,5. Ouais. Donc, c'est ça le principe des coordonnées. Après, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Les corrélations, on peut les voir. Pour voir pardon, j'ai pas bien sélectionné la corrélation entre les variables. Et vous voyez, il va nous croiser comment on appelle? C'est la corrélation entre chacune des variables avec la dimension. Vous voyez donc, quel est le coefficient, la corrélation entre dépenses alimentaires et la dimension 1, dépenses, ainsi de suite. Mais on a aussi la corrélation entre les variables. Donc, corrélation entre les variables, chose on a déjà vu dans la première partie de la vidéo. On a croisé la variable 2 à 2. Après, le cosinus au carré, c'est ça. Donc, le cosinus au carré, c'est la qualité de la représentation. Une cosinus proche de 1 veut dire que la variable est bien projetée. Par exemple, dépenses alimentaires. Non, ça, c'est pas proche de 1. On cherche une variable qui est bien projetée comme dépenses totales. Ou même dépenses alimentaires, par exemple, je sais pas. Avec le premier axe, on cherche dépenses totales. Dépenses totales avec la première dimension. Dépenses totales, vous voyez qu'elle est à peu près 1, 0,7 quelque chose. Donc, vous voyez que c'est très loin de l'origine et c'est proche de circonférence. Donc, après la contribution, vous voulez voir ça aussi, c'est en pourcentage normalement. La contribution de chaque variable au l'axe donné. Donc, si vous multipliez par axe, c'est la par, comment on appelle? Non, c'est pas, ça, ce sont les contributions, c'est en pourcentage, c'est 0,38%. Donc, c'est la contribution de chaque variable pour la dimension donnée. Pour chaque dimension donnée. Donc, si on prend le premier variable,
Dépenses alimentaires, ça c'est le premier axe, la première dimension qui est là. Voilà, dépenses alimentaires, ça c'est sa contribution pour le premier axe horizontal, c'est la première dimension. Après, ainsi de suite, comme ça le principe. Vous voyez que on a dit lorsqu'il est bien corrélé avec les dimensions, ça veut dire qu'il a beaucoup contribué. Donc si on prend les dimensions 1, on constate que dépenses alimentaires n'est pas très corrélé avec le premier dimension. Vous voyez, n'est pas très corrélé avec le premier dimension qui est le horizontal. Mais avec le deuxième dimension, vous voyez qu'il est bien, il est très corrélé aux deuxième dimension. Et il est bien projeté aussi. Donc vous voyez que sa contribution aux deuxième dimension est très importante, c'est-à-dire la dimension verticale. Donc c'est ça. Après, maintenant, on va passer à une autre chose qui est l'étape la plus importante, qui consiste maintenant à voir les graphiques. Je pense que même vous, c'est ce que vous attendez de voir, les graphiques. Donc, on va voir maintenant les graphiques de nos variables. Pour les graphiques des variables, c'est ces choses qu'on est déjà en train de voir, mais on va voir de manière approfondie. C'est le cercle de corrélation. La corrélation entre les variables. Donc, on va tracer un cercle qui... Pourquoi on met le cercle? C'est de pouvoir dire si les variables sont bien représentées ou pas. Donc, une variable qui est bien projetée ou bien représentée, c'est celui qui sera projeté proche du cercle de corrélation. Si on va, c'est ça le principe. Proche du circonférence, de la circonférence du cercle de corrélation. Donc, d'abord, si on va voir le cercle de corrélation pour les variables, on va voir des graphiques. C'est pour ça que j'ai dit on va voir des graphiques plus jolis. Donc, on peut utiliser FVIS. Toujours FVIS signifie graphique. PCA pour les variables. Donc, c'est comme c'est ça la commande. Vous mettez en parenthèse le nom de votre objet qui contient là, c'est PCA. Après, la couleur pour les variables. Si de préférence, ça on peut supprimer parce que nous on n'a pas mis des variables quantitatives ou supplémentaires. Donc, c'est pas la peine. Mais sinon, on peut laisser, au cas où vous avez des variables qualitatives supplémentaires, vous pouvez mettre votre couleur de préférence. Si on laisse, ça fait rien. Si on efface aussi, ça fait rien. Donc, on a notre cercle de corrélation qui est là. La couleur des variables, c'est noir. Donc, je pense que c'est important maintenant d'interpréter. Et comment on va interpréter ça? Si on regarde, on a dit que le but de notre ACP, c'est de décrire d'abord la relation entre toutes ces différentes dépenses. Y a-t-il une corrélation entre toutes ces dépenses? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quel est le comportement des différentes régions vis-à-vis ces dépenses? Est-ce qu'il y a des régions qui dépensent plus pour aliments que d'autres régions? Ainsi de suite, c'est ça le but de l'ACP. Donc, on va revenir ici. On a deux dimensions, si vous voulez, deux axes. Premier axe qui est là, qui résume la plupart de l'information. Vous voyez que la plupart des variables sont corrélées avec le premier axe. Le deuxième axe qui est là, qui résume peu d'informations. Il n'y a pas beaucoup de variables qui sont corrélées avec ce deuxième axe. Voilà. Donc, si on prend le premier axe, on va constater que la plupart des dépenses, par exemple, je vais zoomer pour que ce soit plus clair. Donc, si on prend le premier axe, qui est l'axe horizontal de dimension 1, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, par exemple, la variable qui est bien corrélée, c'est dépenses. Dépenses, c'est une abréviation, je ne sais pas ce qu'il veut dire par dépense TIC. J'ai oublié en fait, je m'excuse pour ça.
Après, on a dépenses en loisirs qui est aussi très bien corrélé. Même dépenses en transport aussi est bien corrélé. Après, vous voyez, de toute façon, tous ces variables qui se trouvent ici sont bien corrélés avec le premier axe, qui est l'axe horizontal, dimension 1. Et c'est la raison pour laquelle on constate que la dimension 1 résume la plupart des informations. Pardon. Une inertie totale de 63%. Vous voyez? Alors que la deuxième dimension, il n'y a que deux variables, dépenses en alcool et dépenses alimentaires, qui sont plus ou moins corrélées, qui sont très corrélées avec la deuxième dimension. Donc, vous voyez qu'il ne résume pas assez d'informations. Donc, c'est ça la première chose qu'on doit constater. Maintenant, en ce qui concerne l'interprétation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, après, on va voir ce qu'on appelle un B-plot qui va mettre sur le même plan graphique les individus ainsi que les variables. Ce sera plus intéressant. Mais pour l'instant, on va interpréter notre cercle de corrélation. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, comme la plupart des variables, tous les variables qui sont bien corrélés, sont très corrélés avec le premier axe, ça veut dire les individus qui se trouvent ici. Cette corrélation, déjà, on doit savoir c'est quel type de corrélation. Il s'agit d'une corrélation positive. Donc, ça veut dire les variables ici sont corrélées positivement avec cet axe. Si vous regardez ici, vous voyez que ça c'est 0, donc c'est positif. Avant 0, c'est négatif, donc ici c'est positif. Donc, si ces variables sont corrélées positivement avec cet axe, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsque, au fur et à mesure que cet axe augmente, c'est-à-dire si on, de 0, si on augmente comme ça veut dire les valeurs de cette variable aussi augmentent. Donc, ça veut dire tous les individus qui se trouvent ici dépensent beaucoup. Quand je parle des individus, je parle des individus, pardon, pour mon français statistique, c'est-à-dire des régions. Toutes les régions qui se trouvent ici seront des régions qui dépensent beaucoup en transport. Les dépenses totales sont très importantes. Et généralement, ce sera dans le milieu urbain. C'est eux qui dépensent beaucoup. Donc, on va voir le B-plot qui va nous montrer sur le même plan graphique avec les régions. Donc, ça veut dire qu'ils dépensent, toutes les régions qui vont se trouver seront des milieux urbains, a priori, qui vont beaucoup dépenser pour le loyer, pour le transport et tout. Donc, par contre, à gauche, ça veut dire si comment on l'appelle, les variables ici sont corrélées positivement avec cet axe, ça veut dire toutes les régions qui se trouvent ici auront de fortes valeurs de dépenses. Ça veut dire dépensent beaucoup. Vous voyez? Par contre, ici, à l'opposé d'ici, c'est-à-dire si on regarde à gauche, ça veut dire quoi? Toutes les régions qui se trouvent ici sont des régions qui dépensent peu. Vous voyez? Ici, il est corrélé positivement avec l'axe. Donc, ça veut dire que toutes les régions qui se trouvent ici auront de fortes valeurs. Et alors que ici, toutes les régions qui se trouvent ici dépensent, c'est-à-dire dépensent moins pour ces trucs-là, ces types de choses, que ce soit dépenses diverses, dépenses d'habitation. Toutes les régions qui se trouvent ici dépensent moins. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on va prendre maintenant l'axe vertical, si vous voulez, la deuxième dimension, qui ne résume que 11% d'informations ou bien de l'inertie totale. Pourquoi? Quand on parle de l'inertie, c'est la variance totale de l'ensemble des variables. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de variables qui sont corrélées avec le deuxième axe. C'est uniquement alcool et dépenses alimentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Si on regarde, on prend d'abord la variable alcool. On constate que la variable alcool est positivement corrélée. Vous voyez, parce qu'ici c'est positif. Ça c'est 0. Comme c'est le même principe, ça c'est négatif. Donc ici c'est 0. Ça veut dire à partir d'ici c'est positif. Et on constate que l'alcool est corrélé positivement avec la deuxième dimension. Vous voyez? Mais vous voyez que si on va comparer par exemple l'alcool et je sais pas quoi,
Et ok, on peut dire que l'alcool est négatif. Pardon. Désolé pour l'interruption. En fonction de la corrélation entre les variables, ici on avait dit que tous ces variables sont bien corrélés entre eux et ils sont bien corrélés positivement avec le premier axe. Donc, ça veut dire tous les individus qui se trouvent ici, parce que les variables ici ont des valeurs, de hautes valeurs. Ça veut dire, parce que si la variable est positivement corrélée avec l'axe, ça veut dire, si on à droite de notre coupe, les valeurs augmentent sur l'axe et en même temps, les dépenses, les variables de dépenses ici augmentent. Donc, toutes les régions qui se trouvent ici, ça veut dire qu'ils dépensent beaucoup en termes de transport et tout. À gauche, on a dit que c'est le contraire, ils dépensent moins. Si on prend le deuxième axe, on a dit que c'est l'alcool qui est corrélé avec ce deuxième axe. Donc, aussi, on a trouvé que les dépenses alimentaires aussi corrélées avec ce deuxième axe. Ça, c'est très bien. Maintenant, on peut aussi parler de la corrélation entre les variables. On constate que les dépenses alcooliques est négativement corrélée aux dépenses alimentaires. Vous voyez? Ça, on laisse à part. Ça veut dire quelqu'un qui dépense beaucoup en alcool, ou bien les régions qui dépensent beaucoup, les régions qui se trouvent ici. On va d'abord finir. On va revenir sur les régions, mais ça veut dire les régions qui dépensent beaucoup sur l'alcool vont dépenser moins pour l'allemand. Les régions qui dépensent beaucoup pour les Allemands vont dépenser moins pour l'alcool. C'est ça le principe. Donc ça, c'est les corrélations, en fonction des corrélations entre les variables, c'est ce qu'on peut dire si on parle de la deuxième dimension. Maintenant, en fonction de la corrélation avec les dimensions, qu'est-ce qu'on peut dire? On constate que les dépenses en alcool est corrélée avec, comment on appelle, l'axe vertical ou bien la deuxième dimension, et il est positivement corrélé parce que c'est 0, donc c'est positivement corrélé, et ça veut dire que toutes les régions qui se trouvent ici dépensent beaucoup en alcool, et toutes les régions qui se trouvent ici dépensent moins en alcool. Et c'est la raison pour laquelle on a dit, puisque les dépenses alimentaires sont négativement corrélées avec ici, donc ça veut dire que toutes les régions qui se trouvent de toute façon ici dépensent moins en alcool. Vous voyez? Ça, c'est une chose qu'on a constatée. Ça veut dire que tous les gens qui se trouvent ici dépensent moins en alcool, alors qu'ici, ils dépensent beaucoup en alcool. Parce que l'alcool est positivement corrélé avec le deuxième axe. Maintenant, on prend l'allemand. Avec les Allemands, qu'est-ce qu'on peut dire? On constate que l'allemand est négativement corrélé. Ça, c'est 0. Sur le deuxième axe, ça, c'est 0. Donc, si on descend ici, c'est négatif. Donc, quand c'est négativement corrélé, ça veut dire lorsque comment on l'appelle, au fur et à mesure que si on descend comme ça, qu'est-ce qu'on constate? On constate, c'est-à-dire si on descend comme ça, on constate que l'axe diminue de plus. Négatif, par exemple, moins 2, moins ainsi de suite. Donc, ça diminue de plus. Et comme c'est négativement corrélé avec cet axe, ça veut dire que les dépenses alimentaires vont faire quoi? Augmenter. Ça veut dire que tous les individus qui se trouvent ici dépensent beaucoup en allemand. Vous voyez le principe, ils dépensent beaucoup en allemand, alors qu'ici, ils dépensent moins en allemand. Ça veut dire que tous les individus qui se trouvent ici vont dépenser parce que lorsqu'on monte comme ça, qu'est-ce qui se passe? L'axe augmente. Lorsque les valeurs de l'axe augmentent positivement, ça veut dire que les dépenses en cette variable qui est alimentaire va diminuer. Donc, ça veut dire ici, tous les individus qui se trouvent ici dépensent moins pour l'allemand. Les Allemands ne dépensent pas beaucoup pour les Allemands. Ils dépensent plutôt beaucoup pour l'alcool. J'espère que mon explication est claire, mais voilà le principe d'interprétation du cercle de corrélation. J'espère que c'est clair. On continue.
Donc, après avoir fait le cercle de corrélation, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut parfois s'intéresser à savoir comment on appelle, les variables les plus caractéristiques de chaque dimension. C'est-à-dire, quelles sont les variables qui sont les plus corrélées et les plus projetées, c'est-à-dire en fonction d'abord de la qualité de la projection, ou si vous voulez, de la représentation, et de la corrélation des variables avec l'axe. On peut synthétiser quelles sont les variables les plus caractéristiques, c'est-à-dire qui sont bien projetées et qui sont bien corrélées avec chaque axe, chacune des axes, c'est chacun des axes. Et pour faire cela, on utilise la commande qui s'appelle dimdesk. Donc, si vous pouvez préciser combien des axes vous voulez, dans notre cas, on veut les 2 axes. Après, à quel seuil vous voulez dire que ces variables sont bien corrélées avec les axes. Donc, on va prendre un seuil de 0,05. Et si j'exécute cela, après, ici j'affiche dimsdex, vous voyez qu'il nous a donné comment on appelle, la corrélation de chaque axe avec les dimensions. Donc, par défaut, il nous donne uniquement la corrélation ça commence à partir d'ici, ça nous donne la corrélation de chaque axe avec la première dimension, vous voyez. Après, ça nous donne la p-valeur. Donc, tout cela, vous voyez que c'est significatif. Ça veut dire, au seuil de 0,05, ce sont les variables qui sont très corrélées avec le premier axe. Donc, si on regarde ici, déjà, on a dépenses en transport, dépenses TIC, habitation, dépenses totales, ainsi de suite, dépenses sanitaires, ainsi de suite. Et vous voyez que ce sont les... Mais vous voyez qu'avec le premier... Donc, ça veut dire... au seuil de 0,05, qu'est-ce qu'on peut dire? On a dépenses en alcool qui est quand même un petit peu collé avec le premier axe, la première dimension. Donc, vous voyez que mais vous voyez que au seuil de ça, c'est 0, combien? 0, 1 quelque chose. 0,01 quelque chose. Donc, vous voyez que la p-valeur est un petit peu plus importante par rapport à celle-là. Si on compare pour le premier, par exemple, dépenses en transport, vous voyez qu'ici, que c'est très corrélé. Si on regarde ici, j'affiche encore. Vous voyez que transport, c'est bien proche. Vous voyez, TIC aussi, dépenses TIC. J'ai oublié le nom complet de TIC. Donc, tout ce qui se trouve ici sont bien corrélés. Mais surtout, TIC est bien parfaitement corrélé. Donc, vous voyez que le p-value sera très inférieur à 0,05. Aussi, dépenses d'éducation aussi, c'est bien corrélé. Dépenses aussi, loyer. Vous voyez que là-bas, le p-value sera très inférieur à 0,05. Donc, vous voyez, transport, déjà, c'est 1,3 fois 10 à la puissance moins 11. Donc, c'est très inférieur à 0,5. Donc, c'est ça son avantage. Mais vous voyez que je parle juste de première dimension parce que par défaut, ça nous sort uniquement pour première dimension. Si on veut avoir pour la deuxième dimension, donc on doit dire tout simplement $ dimension 2. On va dire comme ça. Par exemple, si je dis res.desk qui est là, après je dis $ pour sélectionner quelle dimension. Vous voyez, on a dimension 1 et dimension 2. On a vu pour dimension 1, mais on peut faire aussi pour dimension 2. Parce que par défaut, il ne sort que le résultat pour dimension 2. Dimension 2. Et on va voir vous allez constater que c'est l'alcool qui aura une valeur de P, l'alcool et dépenses alimentaires qui auront de p-valeur très inférieure à 0,05 pour cette dimension. Donc, si j'exécute,
Bon, il nous a sorti les résultats. On va aller voir. Désolé pour l'interruption. Donc, si on regarde ici, comme toujours, voilà, je vais descendre pour vous montrer. Donc, vous voyez la corrélation ici. Si on regarde, qu'est-ce qu'on peut dire avec transport? Ce qui est en bas, je crois que c'est, je sais pas si c'est le coordonnées de chaque variable avec la dimension en question. Ou... Non, ça c'est pour les individus, pardon. C'est les individus, les corrélations avec, pas les corrélations, mais les coordonnées, ou ces coordonnées avec chaque dimension. Ou bien, j'arrive pas à comprendre cela. On a dépenses alimentaires, après on a dépenses, ça c'est dimension 1 par exemple, ça c'est ok, comme c'est pour dimension 1, peut-être pour la dimension 2, je sais pas si c'est en bas, ok, ça c'est pour dimension 2. Bref, ce qui est important pour nous, c'est la corrélation. Le but de ça, c'est de voir quelles sont les variables qui sont les plus projetées et qui sont bien corrélées avec la... C'est ça le but de DIMSDEX. C'est ça, quelles sont les variables les plus caractéristiques de chaque dimension. Donc, c'est là, j'arrive pas à comprendre. Si vous comprenez c'est quoi, vous pouvez écrire dans la boîte de commentaires pour me dire c'est quoi. Je vais pas monter. Donc, l'essentiel, c'est là. Si on regarde ici, vous voyez que avec le deuxième axe, où est l'axe 2, normalement, on veut le résultat de l'axe 2, DIMSDEC dollar, après DIMSDEC. Ok, voilà. Vous voyez ici les résultats de deuxième axe qui sont là. Vous voyez que, comme je disais, quelles sont les variables les plus caractéristiques pour cet axe. Tout à l'heure, vous allez constater que toutes ces variables étaient corrélées plus ou moins, ici positivement avec l'axe 1, ici négativement avec l'axe 1, surtout l'alcool. Mais tout était collé avec le premier axe, l'axe horizontal. Pour le deuxième axe qui est là, on constate que ce n'est que la dépense en alcool et dépenses alimentaires qui sont corrélées avec cet axe. Donc, vous allez constater que c'est les dépenses alimentaires surtout qui est bien corrélé négativement. Donc, il est bien corrélé avec cet axe, c'est plus proche. Et c'est la raison pour laquelle le p-valeur est très significatif. Fois 10 à la puissance moins 11, alors que ici c'est moins 3. Donc, vous voyez que c'est pas bien lié. J'ai élargi, voilà. Si on regarde ici, vous allez constater que c'est la dépense alimentaire qui est très corrélée avec la dimension verticale. Donc, vous voyez que ici, le p-valeur est très significatif. Ouais, fois 10 à la puissance moins 11. Et aussi, donc, il n'y a que deux variables qui sont corrélées avec la deuxième dimension. Donc, c'est celle-là et l'autre, c'est ça, l'alcool, qui est aussi corrélé, très significatif aussi. Mais par rapport aux dépenses alimentaires, la dépense alimentaire est plus corrélée. Donc, vous voyez que le p-valeur est très significatif. Ici, c'est 9. Voilà, donc c'est 10 à la puissance moins quelque chose. Donc, bref, c'est ça le principe, en fait, de DIMSDEX. Donc, ça nous permet de voir quelles sont les variables les plus caractéristiques de chaque dimension. Quelles sont les variables qui contribuent beaucoup et qui sont beaucoup, voilà, qui contribuent beaucoup, c'est-à-dire qui sont plus corrélées à ces axes donnés. Donc, j'espère que c'est bon. Pour la deuxième partie de ce tutoriel, ça concerne globalement
comment on appelle, l'interprétation de notre cercle de corrélation. Donc, on va s'arrêter ici et dans la troisième partie, on va voir maintenant comment on peut faire le graphique de contribution des variables aux axes, ainsi que voilà, toutes ces machins. Après, on va voir aussi l'interprétation des résultats pour les individus. J'espère que c'était clair et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais m'arrêter pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, déjà, on a dit qu'on a vu la première partie. De toute façon, toutes les parties de ce tutoriel vont se trouver dans la boîte de description. Veuillez vous abonner et veuillez trouver la troisième partie au-dessous dans la boîte de description. Merci.